Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Maire d'Évreux, député pendant près de 19 ans, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel, mon invité du jour est un très proche de Jacques Chirac. C'est une encyclopédie vivante de la Ve République. C'est Jean-Louis Debré. Bonjour Jean-Louis Debré. Vous avez simplement oublié que j'ai commencé, et c'est très important pour ma Conseiller. formation, non, comme juge d'instruction. On va en parler. Car ça a été une expérience, plus qu'une expérience, un moment de ma vie important. Alors on va commencer tout d'abord par la politique. Votre père Michel Debré est l'un des membres fondateurs de la Ve République. Il a été Premier ministre du général de Gaulle et votre frère jumeau, Bernard Debré, a lui aussi été député. C'est votre père qui vous a donné cette passion de la politique ? Non, je ne sais pas, c'est très difficile. Simplement, moi j'appartiens à une petite famille républicaine. Et la République, elle ne fonctionne que si les citoyens s'engagent. Après mes grands-parents, mon père s'est engagé parce qu'il était républicain, parce que c'était une famille républicaine, et j'ai toujours entendu dire que génération après génération, il fallait s'engager. Alors il y a plusieurs façons de s'engager. D'abord, en allant voter, Oui. c'est une façon de pérenniser la République. En adhérant à un parti aussi ? Pas forcément. Après, en s'engageant dans une politique municipale, départementale, voire régionale, puis nationale. Moi, j'ai commencé par servir mon pays comme magistrat, parce que la justice est un élément important de la République. Et puis à un moment, je me suis dit, c'est à ma génération d'y aller, et je me suis présenté aux élections. Et justement, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter, de mettre entre parenthèses votre profession de magistrat pour faire de la Parce politique ? que c'est incompatible. Parce que vous ne pouvez pas être magistrat, et en France, dans la République, il y a une séparation des pouvoirs. Et donc entre le pouvoir politique et la justice, mais quand j'étais magistrat, je n'avais pas d'appartenance politique. Et vous avez jamais hésité à passer le cap, à devenir homme politique ? Si, puisque je l'ai fait après 20 ans de magistrature, j'ai considéré qu'il arrivait un moment où il fallait que des garçons et des filles de mon âge s'engagent, puisque la génération qui nous précédait était la génération issue de la guerre, de la résistance, et que par la force des choses, une nouvelle génération arrivait. Vous avez donc débuté, entre guillemets, en tant que conseiller général de l'Eure, avant de gravir les échelons, et en 1967, il y a 52 ans précisément, vous avez fait une rencontre, celle de Jacques Chirac. C'est incontestablement votre plus belle rencontre dans ce milieu ? Dans le milieu politique ? Oui. Oui, naturellement. C'est difficile la notion de belle. Grâce à ma famille, j'ai pu rencontrer Malraux. Magnifique rencontre, cet homme pétri de culture, avec un prestige extraordinaire, un orateur hors pair. J'ai rencontré beaucoup d'autres hommes. Il m'est arrivé, par la force des choses, de voir, de rencontrer le général de Gaulle. C'est enfant. Aussi. Ce sont des rencontres qui vous forment. Grâce à ma famille, j'ai pu rencontrer, puisque j'avais un oncle qui était peintre, des grands peintres. C'est des grands médecins. C'est cette famille qui m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert les yeux, et toujours, je leur en suis reconnaissante. Alors, oui, ma rencontre avec Jacques Chirac est particulière, dans la mesure où tout de suite je me suis entendu, même si je n'étais pas d'accord sur tout ce qu'il faisait en politique. Il y avait et il y a entre Jacques Chirac et moi, je crois, une affection qui dépasse la politique. Et qu'est-ce qu'il représente à vos yeux ? Il représente une certaine idée de la France, une certaine idée de la France forte, fière. Il représente et il incarne une certaine idée de l'État, un État qui est respecté, qui est digne. Et je crois dans le fil
d'une tradition gaulliste, une certaine idée de la société, c'est-à-dire que c'est pas l'opposition entre les libéraux et les communistes, c'est ce que De Gaulle appelait l'actionnariat capital-travail, l'action capital-travail, l'intéressement, la participation, où on essaye de transformer les rapports sociaux. Et puis aussi, Chirac, c'est quelque chose de très important auquel il faudrait se souvenir, c'est cet homme qui a toujours milité pour le dialogue des cultures. On vit dans un monde d'affrontement de cultures. Et il a toujours dit, toujours expliqué que c'était absurde, parce que l'affrontement, ça veut dire qu'il y a une culture qui domine l'autre. Eh bien non, nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes les réceptacles de multiples cultures. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on serait bien inspiré pour lutter contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, de montrer que nous sommes les héritiers, par nos parents, grands-parents, d'un métissage complet. Et je dis souvent, moi je suis un métis, de plusieurs cultures, de plusieurs traditions, et ce que je suis, c'est grâce à ce métissage. Et donc, revenons à cette idée de convergence des cultures et des origines. Et comment est-ce que votre amitié a débuté avec Jacques Chirac? Ça s'est fait au fil des années ou... Toujours, une amitié se fortifie au cours des années. Je l'ai vu, j'ai travaillé avec lui, puis je suis reparti dans mon tribunal, et puis vous savez, j'avais une caractéristique, quand on fait de la politique, il faut avoir un métier avant, ce qui vous permet d'être libre. Avec Chirac, j'étais très libre, et je me souviens toujours, quand j'entrais dans son bureau, il me disait, ne me dis pas ce qui va bien, dis-moi ce qui va mal. Les hommes politiques, surtout à ces niveaux de responsabilité, sont très souvent entourés de courtisans, parce que le métier politique est très déstabilisant. Alors ils écoutent, tout ce qui va été remarquable. Tout va très bien. Et moi, je disais, écoutez, je laisse aux autres le soin de vous dire ce qui va bien. Et bien, je trouve que le discours que vous avez fait, la décision que vous avez prise, voilà, vous me donnez mon opinion, elle ne me va pas. C'est pour ça aussi que c'est un homme qui sort de l'ordinaire? Oui, parce que, vous savez, il y a une très belle phrase d'Anatole France. Anatole France disait « Enrichissez-vous de la vérité des autres ». Et souvent, quand vous regardez les hommes politiques, quand vous écoutez, ils parlent d'eux. Ils n'aiment qu'eux. Souvent. Et ben, Chirac avait cette caractéristique qu'il n'aimait pas parler de lui. Et il avait pour les Français, il a pour les Français, une affection très profonde. Et qui que vous soyez, il tire toujours un profit à écouter l'opinion de l'autre. Et vous avez une anecdote avec lui, c'était en 1995, lorsqu'il est élu président de la République. Il a été lâché par de nombreux proches, on va dire. Non, c'est pas ça, c'est que c'est dans la campagne présidentielle de 1995. Il a été lâché, il est dans les sondages, il est assez bas, on l'annonce battu. La politique est ainsi faite que les gens vous suivent parce qu'ils veulent arriver au pouvoir. Voilà. La campagne commence et Balladur, Premier ministre, qui avait passé un accord avec Chirac, Chirac l'avait, à la suite du succès des élections par la droite, Chirac avait demandé à Mitterrand de le nommer Premier ministre. En contrepartie, Chirac n'allait pas à Matignon et avait les coups des franches pour préparer sa campagne. Et rompant tout accord implicite, Balladur s'est présenté candidat. Et les sondages ont tout de suite été très bons pour lui. Et plus les sondages étaient bons pour lui, plus ils étaient mauvais pour Chirac. Et à ce moment-là, vous voyez tout le monde l'a lâché. Tout le monde partir. Les gens vous dire bonjour en ne vous regardant plus. Les meilleurs amis, quand vous leur demandez de venir, ils ont quelque chose à faire. Même les meilleurs amis? Même les meilleurs amis. Et vous savez, on attend d'un grand responsable politique qui vous aide dans votre carrière. Donc,
ce que j'appelais toujours, c'est un accélérateur de particules ou de carrière. Et donc, dans la campagne, au début de la campagne 95, nous étions extrêmement peu nombreux. Tous les députés qui avaient été élus grâce à Chirac, par l'image de Chirac, étaient partis ailleurs. Pas un journaliste ne s'intéressait vraiment à Chirac. Et ça, c'est une leçon à tirer. Chirac ne s'est pas découragé. On a continué une campagne de terrain, jour le jour, rencontrer les gens, etc. Et finalement, les sondages se sont retournés. Et à ce moment-là, ceux qui étaient partis sont revenus. Et il me disait toujours, oui, non, mais j'étais absent quelque temps parce que j'ai des problèmes de famille. C'est des problèmes de famille, dans ces cas-là, il y en a beaucoup. Et donc, je les appelais les pigeons voyageurs. Ils sont partis, ils sont revenus, et les sondages seraient retombés, ils seraient repartis. La politique, il y a beaucoup de pigeons voyageurs. Et donc, le soir de son élection, il va fêter sa victoire sur un balcon. Oui, et quand on arrive, il y a là de nombreux traites, c'est-à-dire retraites entre guillemets, ceux qui étaient partis, qui sont revenus et qui veulent être là pour la photo. Et Chirac me dit, il faut les virer tous et mettre des gens qui m'ont été fidèles. Parmi vos si belles expériences, député, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'Intérieur, président du Conseil constitutionnel, quelle est la fonction que vous avez, peut-être entre guillemets, préféré faire? Toutes, parce qu'elles sont complémentaires. Parce que servir l'État et servir la nation, c'est quelque chose d'exceptionnel. La fonction de ministre de l'Intérieur est une fonction passionnante. J'arrivais après plus de 15 ans de juge d'instruction, spécialisé dans la grande délinquance et le terrorisme. C'était quelque chose que vous connaissiez? Et j'arrivais, quelques jours après mon arrivée, les premiers attentats à Saint-Michel. Et il faut à ce moment-là toute patience, avec une police tout à fait exceptionnelle, pour arriver à identifier. Et là, vous êtes confronté à des journalistes qui ne comprennent pas que pour interpeller quelqu'un dans un système de droit, il faut des preuves. On ne se contente pas de rumeurs. Et donc, mais pourquoi ça avance pas si vite? Mais nous, on sait, ils savent rien. Nous, on veut des preuves. Et l'enquête se déroule. Et finalement, l'enquête, après d'autres attentats, aboutira à interpeller les principaux auteurs d'attentats. Et pendant quelques années, il n'y aura plus d'attentats de cette nature en France. C'est une grande expérience. C'est l'expérience de la police que j'avais eue quand j'étais magistrat, mais là, avec des hommes et des femmes d'extrêmement grande qualité, qui aiment l'État, qui aiment l'ordre. L'Assemblée nationale... Vous y avez été député pendant 19 ans, puis président. Au perchoir, président, oui, c'est une expérience aussi exceptionnelle. C'est difficile à tenir les débats? Oui, c'est difficile, uniquement parce qu'il y a les caméras de télévision, et que la politique est devenue un métier du spectacle. Il faut se montrer. Il faut se montrer, il faut apparaître. Et vous, journalistes et hommes politiques, vous êtes complémentaires. Vous avez besoin d'un journaliste, le député a besoin d'un journaliste qui va parler de lui, et le journaliste a besoin d'un député qui fait parler de lui. Donc tout ça est très complémentaire, mais j'ai voulu faire en sorte que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les droits de l'opposition soient les mêmes que les droits de la majorité. Puis le Conseil constitutionnel, c'était très intéressant, j'y suis resté 9 ans à durer, et on l'a complètement transformé, puisque quand je suis arrivé, le Conseil constitutionnel rendait moins de 10 décisions par an, uniquement saisies par les autorités politiques, et je suis arrivé à faire réformer la Constitution pour que chaque citoyen, à l'occasion d'un procès civil, commercial, pénal, administratif, lorsqu'on lui applique une loi, ou un article de loi, et qui considère que cet article de loi porte atteinte aux droits et aux libertés, il peut, par la question prioritaire de constitutionnalité,
saisir le Conseil constitutionnel. Et donc on est passé de moins de 10 décisions par an, parfois il y a une année où il n'y a eu aucune décision, à 150 ou 180 décisions importantes. Lorsque vous êtes président du Conseil constitutionnel, il y a un droit de réserve. Ça vous a pas manqué de pouvoir parler des sujets d'actualité, d'intervenir dans le débat? Non, j'avais trouvé une solution. J'avais un carnet où j'écrivais tous les jours, d'ailleurs que j'ai publié depuis ce que je ne pouvais pas dire. Exactement. Ce que je ne pouvais pas dire. Et donc, tous les soirs, puisque je ne pouvais pas m'exprimer, parce que je ne pouvais pas parler... Vous écriviez ce qui se passait dans la journée? J'écrivais, je commentais pour moi. Et ça, c'est important pour vous aussi de pouvoir réexpliquer après? Oui, l'écriture est importante, parce que l'homme politique, il vit dans l'immédiateté. La vie politique va très vite, l'actualité va très vite, il faut réagir. Et finalement, l'homme politique, ou le responsable d'entreprise, ou le journaliste, ne prend pas le temps de se poser, de prendre son crayon et d'écrire. Et ce que j'écrivais, dans ce que j'ai dit, dans ce que je ne pouvais pas dire, c'est qu'il est très important d'écrire, parce que dans le monde moderne, on ne se regarde plus. On passe. Et donc, quand vous écrivez, vous dites, tiens, j'ai rencontré monsieur Intel, quelle est sa caractéristique? Et puis, quand je lui ai posé telle question, il n'a pas répondu. L'écriture, comme la peinture, est un moyen d'observer dans un monde où on ne se regarde plus. Et cette décision d'écrire ce livre, vous l'avez prise immédiatement lorsque vous êtes arrivé, ou au bout de quelques années? Non. Le fait d'écrire tous les soirs, c'est une habitude qui m'est venue de la période où j'étais juge d'instruction. Quand j'interrogeais des grands voyous, grands criminels ou des terroristes, le soir je me disais, tiens, je lui ai posé cette question, il a regardé ailleurs, il ne m'a pas répondu. Tiens, je l'ai interrogé sur ce point, il a regardé son avocat. Ça veut dire que je vais revenir sur ces questions par des chemins détournés. Et donc, cette habitude d'écrire toute la journée, le soir, de ce que vous avez fait de la journée, est une habitude que j'ai apprise quand c'était juge d'instruction. Vous avez donc été député et président de l'Assemblée nationale. Depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, l'Assemblée nationale s'est renouvelée. Elle accueille maintenant des députés qui viennent de la société civile. Elle a toujours. Mais plus... Non, mais on est dans le fantasme. Qu'est-ce qu'on appelle société civile? Des agriculteurs, des médecins, des architectes, des professeurs qui ne sont pas des professeurs d'université. Il y en a toujours eu. On a même souvent, oui, parce qu'on peut être avocat aussi. Et après, jadis, on parlait de la République des avocats. Donc ça a toujours existé. Mais on en parle vraiment, réellement, depuis... Parce que c'est un argument politique. Et parce que des ministres aussi sont arrivés, notamment Agnès Buzyn. Mais des ministres qui n'étaient pas politiques. Oui. Mais il a toujours existé. Oui, je vous parle au début de la Ve République de Pierre Guillaumat, ministre de la Recherche scientifique, il n'y a pas député, Maurice Cauve de Meurville, Pierre Messmer, tout ça, c'est des gens qui n'étaient pas élus parlementaires. Et pourquoi est-ce qu'on en parle plus alors maintenant? Pourquoi est-ce qu'on en a plus parlé? Parce qu'aujourd'hui, il y a un déclin du politique, parce que, comme c'est traditionnel en France depuis très longtemps, il y a un anti-parlementarisme, et donc ça fait bien de dire la société civile. Mais l'Assemblée nationale, c'est la société civile qui fait les actes politiques. Il n'y a pas que des hommes et des femmes qui n'ont fait que leur carrière de politique. Nombre de députés ont été ou sont encore médecins, avocats. Ils ne peuvent pas être fonctionnaires, c'est tout. Et quel regard vous avez porté sur l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir? Écoutez, c'est difficile parce que j'ai été extrêmement triste de cette situation. Un pays comme la France, qui est une démocratie républicaine, ne peut fonctionner que s'il y a des partis d'alternance,
gauche républicaine, une droite républicaine. On n'est pas content de la gauche républicaine, on va à la droite républicaine. Par un concours de circonstances, la gauche était devenue pathétique et la droite s'est effondrée avait sombré. à quelques mois. Avait sombré de son propre fait, comme la gauche. En réalité, le régime des partis, dénoncé par De Gaulle souvent, avait créé des primaires qui consistaient pour la droite et pour la gauche à organiser un jeu de massacre. Donc on se tapait dessus. Les primaires de droite avaient été imaginées par Sarkozy pour éliminer Juppé, etc. Il est arrivé troisième. Il est arrivé troisième, il a été éliminé. Et les primaires de gauche avaient été imaginées par la gauche pour empêcher Hollande de se présenter. Ça aboutit à Benoît Hamon, ça a été un fiasco. Un fiasco complet. Bon. Donc, et ils se sont, devant les caméras de télévision, puisque c'est un spectacle, ils se sont massacrés. Donc voilà, il n'y avait pas d'autre solution républicaine pour moi, parce que ce n'est pas question que je me tourne vers des extrêmes. Macron a été la solution. Alors maintenant, depuis, tout ça n'est pas simple. Nicolas Sarkozy fait la une en ce moment de l'actualité. Vous aviez confié il y a quelques années ne pas avoir de très bonnes relations avec lui. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais eu de sympathie pour un personnage que je ne comprends pas, qui est remarquablement intelligent, qui est très dynamique, mais je n'aime pas sa façon de faire de la politique. Je n'aime pas, je l'avais dit, alors qu'il était ministre de l'Intérieur de Chirac, et le ministre de l'Intérieur est au cœur de l'État, d'avoir critiqué le président de la République. Chevènement avait une très bonne phrase. Hein. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on ferme sa gueule ou on s'en va. Eh bien, il n'a pas fermé sa gueule et est resté. Vous n'avez pas le droit, dans un monde qui est difficile, une France qui est délicate à gouverner, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, de critiquer publiquement le chef de l'État qui vous a nommé ministre de l'Intérieur. Ça montre qu'on n'est pas un homme d'État. Et c'est pour ça que vos relations n'ont jamais été... N'ont jamais été favorables. J'ai pas aimé qu'après avoir, en 95, soutenu Chirac, parce que les sondages étaient bons, puis les sondages sont devenus, il est parti chez Balladur. Tout ça pour moi, c'est du jeu politicien, et je n'aime pas ça. Voilà, c'est tout. En tant qu'observateur, comment est-ce que vous avez vu évoluer ce monde politique au fur et à mesure des années ? J'ai une grande inquiétude. Il y a quelques jours, pour m'amuser, j'ai relu les grands discours de la Troisième République. Jaurès, Léon Blum, Poincaré, Clémenceau. Quelle culture avaient ces hommes politiques. Ça a vraiment changé ? Aujourd'hui, je relis les discours à la tribune de l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir. Quelle pauvreté. C'est-à-dire qu'on a perdu... On a, je trouve, une classe politique qui est probablement bonne technicienne, mais qui n'a pas la culture qu'il faut pour prendre de la distance sur les événements. Et alors maintenant, depuis votre départ... Mais la différence, c'est que c'est vous la différence. Hein. C'est que aujourd'hui, tout est spectacle. Et il faut... il y a quelques jours, il y a un député qui vient me voir et qui me dit... Moi, j'aimerais bien passer à la télévision de temps en temps. Comment il faut faire ? Oui, c'est très simple. C'est vraiment histoire de se montrer. Mais oui, mais c'est très simple. Hein. Tu vas dire, non pas du bien de tes amis politiques, mais du mal. Mais du mal. Et là, tu verras, le journaliste qui vit dans l'immédiateté, eh bien, viendront t'interroger. Et donc, on est dans un système de communication, on est dans un système de médiatisation, la politique est devenue un métier de spectacle, et donc on ne s'intéresse plus au fond. Comme aujourd'hui, l'immédiateté et le réflexe ont remplacé la réflexion, regardez-vous, journalistes, ce que vous avez fait hier, le lendemain c'est autre chose, et puis on a oublié, il n'y a plus de durée. Et les hommes politiques, ce qu'ils ont dit hier, ça n'a aucune importance, puisqu'on n'en parle plus.
Et donc on vit dans l'immédiateté, on vit dans le réflexe, et il faut être là où s'exprime le réflexe. Quelles sont désormais vos activités depuis votre départ du Conseil constitutionnel? Écoutez, j'écris beaucoup, à la fois des livres d'histoire, j'ai fait un film sur Montchirac, qui est passé sur LCP. Oui, qui a été l'audience la plus importante que LCP a jamais eue depuis la création de la chaîne, qui repasse régulièrement. Et bon, vous voulez en faire d'autres? Oui, je suis en train d'écrire des scénarios pour films policiers, inspirés de la politique, naturellement, parce que je n'ai pas suffisamment de talent pour tout imaginer. J'écris, je fais régulièrement une tournée, deux fois par mois, dans les écoles et collèges, où je parle de la République, je parle des institutions, et quand je parle des mouvements sociaux, je ne porte pas de jugement, mais je dis, regardez, l'histoire, elle est faite de ces mouvements sociaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De venir souvent vous voir. Bien, merci. Merci Jean-Louis Debré d'avoir accepté mon invitation. Vos livres donc sont toujours en librairie, tous Nos illustres inconnus, ce que je ne pouvais pas dire, tu le raconteras plus tard, ils sont tous... Et un livre que j'aime beaucoup, qui est le dictionnaire amoureux de la République. Parce que la République, elle nous rassemble. Aujourd'hui, tout nous divise. Mais cherchons à nous rassembler autour de la République. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup et à très bientôt.